Merci beaucoup à vous quatre, enfin à vous cinq. Merci Liliana de m'avoir invité aussi. Alors je vous ai aussi demandé quelle était votre communauté d'appartenance parce que c'est toujours un petit peu la problématique quand on parle enfin, disons, quand on propose un regard interdisciplinaire, c'est jusqu'à quel point en fait on peut quand même aller au fond des concepts. Évidemment, se dessine toujours en filigrane la question aussi de la posture. Et donc, moi, j'ai une posture qui est de tenter de ne pas en avoir. Voilà, depuis aussi longtemps que je suis dans le milieu universitaire. Alors, évidemment, peut-être que ça procède du fait que je ne suis pas les deux pieds dans le milieu universitaire, donc ça aide un peu. Alors, dans le milieu artistique, ça ne vaut pas forcément mieux, hein. Il y a beaucoup de postures aussi, hein. Voilà, il y a peu de ressources, donc il faut défendre sa position, il faut se battre, il faut sortir les dents, et parfois même de manière plus violente encore qu'à l'université. Voilà, il se trouve que j'ai même un parcours artistique extrêmement atypique puisque j'ai fait de la pop pendant pas mal d'années. Et donc j'ai une ancienne carrière dans la pop musique. Voilà, donc quand je dis que je viens de la musique, en général, je précise ça. Parce qu'en général, l'imaginaire collectif, c'est plutôt d'imaginer qu'on vient de la musique savante, qu'on vient de la musique classique. Ben non, moi j'ai fait de la pop, donc j'ai fait de la chanson, dans tout ce qu'il y a de plus populaire. Voilà. Et j'ai essayé de mener ça en parallèle avec une carrière universitaire. Et donc, je peux effectivement témoigner du fait que dans la pop aussi, il y a beaucoup de postures et beaucoup de compétition. Donc, la question de l'interdisciplinaire, évidemment, elle nous intéresse, Liliana et moi, donc à plus d'un titre, hein. Donc, je dis Liliana et moi parce que on fait partie d'un groupe de recherche dans un laboratoire d'ingénierie, ce qui est plutôt une originalité française, un groupe de recherche en sciences et technologies, en sciences et technologies studies, en études sociales des sciences et techniques. On a une approche effectivement qui s'articule avec la recherche-création ou la artistic research ou la recherche performative, enfin peu importe comment on appelle ça, qui est aussi une posture assez originale dans un laboratoire d'ingénierie proprement dit. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur du laboratoire d'observation ethnographique, si j'ose dire. Euh, Liana nous a rejoint donc, ou plutôt m'a rejoint, parce que j'étais un peu isolé dans ce laboratoire pendant pas mal d'années, à voilà, essayer de monter cet axe de recherche en recherche-création avec un prisme là aussi assez singulier en France en tout cas, ou je dirais plutôt dans l'ouest de l'Europe, c'est que j'utilise en premier lieu les outils de la psychanalyse. Voilà, ce qui est assez original en France en tout cas. J'essaie de comprendre notre rapport aux dispositifs technologiques, non pas du point de vue, je dirais, euh, de leur insertion dans la société, même si, in fine, on en arrive à, à cet endroit-là. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça dit, en fait, de la subjectivité, ce que ça dit des imaginaires, ce que ça dit des fantasmes, des actes manqués, des conflits intérieurs des individus. Et donc, je le fais évidemment en utilisant tout l'outillage que la psychanalyse met à notre disposition, en tant que la psychanalyse est aussi une anthropologie et pas uniquement, je dirais, un corpus destiné à structurer la cure. Même si, évidemment, ça communique entre les deux, et si j'utilise beaucoup de témoignages de la clinique, donc je ne suis pas clinicien moi-même, mais je nourris mon travail, en tout cas, d'une grande partie de témoignages cliniques, soit qu'ils soient publics, hein, soit qu'ils me soient communiqués lors de rencontres. Mais évidemment, ça me permet aussi, moi, de dessiner une figure du sujet, ou je dirais plutôt du néo-sujet. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'évidemment, quand on fait du transdisciplinaire et qu'on vient convoquer ce genre d'outillage, la question de fond, c'est toujours de savoir jusqu'à quel point, évidemment, ces concepts-là sont connus et puis avec quelle précision. Néanmoins, je reste convaincu qu'on peut utiliser cet outillage psychanalytique sans forcément être un expert absolu de psychanalyse, en tout cas sans être nécessairement clinicien. Je précise néanmoins que moi, ça fait partie de mon parcours, hein. Je suis aussi en train de me former à la clinique, voilà, pour devenir moi-même clinicien. Je me suis dit qu'il fallait quand même occuper une troisième partie de ma vie. Voilà. Alors, ceci étant posé, j'espère pouvoir
Dans le cadre de ce séminaire IMPEC, peut-être, à défaut d'apporter quelque chose de véritablement révolutionnaire sur l'écran proprement dit, qui n'est pas non plus mon objet principal d'étude, peut-être susciter quelques pistes de collaboration, quelques pistes d'intérêt sur la façon dont moi, je m'intéresse aux dispositifs technologiques, en particulier les dispositifs dans lesquels se trouvent des algorithmes, de la numérisation, de la quantification et de manière plus générale du nombre. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse profondément et en premier lieu dans ma perspective STS, c'est la question de l'algorithme en tant que c'est un dispositif qui décide, qui prend des décisions, c'est-à-dire qui vient à un moment impacter notre vie, y compris en liant entre lui et nous un mécanisme d'aliénation potentiellement réciproque d'ailleurs. Donc, comme souvent à mon habitude, j'ai très peu de transparent, donc j'ai très peu de slides. En général, j'utilise les slides uniquement pour les photographies. Donc, vous ne verrez pas défiler une liste de transparents. Je vais commencer par vous présenter l'œuvre. Comme ça permettra aussi un petit peu de voir comment ça a été construit. Et puis, ensuite, je vous expliquerai quelle a été la genèse de ce projet, qu'est-ce qui nous a donné envie donc l'artiste avec qui j'ai collaboré, donc s'appelle Ninon Lisée, qu'est-ce qui nous a donné envie de construire ce projet. Et puis ensuite, je prendrai deux questions dont finalement ce projet nous a servi de prétexte et qu'on a eu envie de creuser un petit peu plus. La question de l'oubli, et donc ce qui lui répond, c'est la permanence. Et puis la question des traces. Et comment ces deux objets, l'oubli et la trace, racontent aussi quelque chose, racontent une histoire de notre rapport politique aux objets technologiques. Et donc ça, c'est toujours un petit peu ce qui vient à un moment ressurgir dans mon discours. C'est effectivement, mais aussi quelque chose qui est très présent dans le discours psychanalytique, hein. C'est dans la question politique. Voilà. La question politique au sens, je dirais, anthropologique du terme, voilà, dans son universalité. Alors, j'ai choisi ce titre Impermanence de l'oubli avec un qui est entre parenthèses, comme un signe d'ambivalence. Peut-être parce que la question de l'ambivalence est effectivement la question centrale dans le regard que moi je porte sur la place des subjectivités dans notre rapport aux dispositifs technologiques. Donc, Wonderblock, c'est un dispositif expérimental. Donc, il s'inscrit effectivement dans une démarche de recherche-création, mais pas que. C'est aussi une œuvre d'art. Et c'est peut-être on pourra reparler à la fin dans les échanges du périmètre de ces recherches-créations, je devrais plutôt dire. Il y a énormément en fait de modalités de recherche-création. Depuis une recherche qui est essentiellement la conception d'une œuvre d'art et puis de manière épisodique un intérêt porté sur la théorisation de ce travail jusqu'à la posture complètement inverse qui est de partir d'un travail de recherche en sciences humaines et de lui adjoindre une réflexion sensible. Moi, je suis plutôt parti en général parce que j'ai plutôt une démarche de plasticien de l'œuvre. Et ensuite, j'essaie d'utiliser cette œuvre comme une modalité d'interrogation, enfin, une modalité finalement permettant d'acquérir du savoir, des connaissances sur, par exemple, la façon dont les gens interagissent avec cette œuvre et le type de réflexivité que ça suscite chez eux. Donc ici, évidemment, l'enjeu, c'était d'expérimenter sur la question de la dualité entre le tangible et le virtuel. D'abord, d'expérimenter sur le tangible, sur la question du toucher. Et une dualité parce qu'il y a deux univers qui sont présents dans cette installation. Un univers complètement virtuel que l'on peut visiter avec un casque, un dispositif de réalité virtuelle. Et puis un capteur, une espèce de dispositif peau artificielle, chair artificielle et oreille, dans le sens où ça écoute également. Il y a un gros travail d'abord qu'on a réalisé, Ninon et moi, autour de la texture. Donc, on a passé beaucoup de temps
en fin 2021, à développer des techniques avec du silicone pour essayer de s'approcher au mieux d'abord d'une texture de peau. Donc, on s'est documenté. Il y a beaucoup de choses qui existent, hein, en fait, sur le type de mélange qu'il faut réaliser, le type de silicone, les concentrations, par exemple, en endurcisseur, hein, le type de pigment à utiliser pour s'approcher au plus près de la chair. Donc, non pas de la peau, mais vraiment de la chair. Donc, on a utilisé deux types de modalités techniques, du silicone avec donc des types de mélanges bien particuliers, et puis un dispositif d'éclairage qui nous permet, comme vous l'avez vu ici, en transparence, d'aller chercher aussi une profondeur, un peu comme une espèce de lavis. Donc, on a construit notre pain de silicone avec une dizaine de couches successives de manière à créer une profondeur, quelque chose aussi qui permet d'abord de se focaliser sur l'expérience esthétique. Ensuite, il s'est agi de truffer ce pain de silicone de capteur. On a réfléchi à tout un ensemble de modalités, des capteurs piézoélectriques, des capteurs résistifs. On a eu donc toute une phase en 2021 d'expérimentation autour de la meilleure possibilité, disons, pour obtenir ce qu'on appelle voilà, une chair peau artificielle et de mailler en fait ce pain de silicone de capteurs qui nous permettent à la fois de récupérer finement la pression sans toutefois nécessairement avoir un capteur d'empreinte. Donc, ce que j'essaie de dire ici aussi, c'est que les expérimentations, elles nous ont créé des limites technologiques qui ont ensuite naturellement, en fait, on va orienter la conception du reste de l'œuvre. Donc, c'est une modalité que, en général, moi, j'utilise très souvent, qui est vraiment une phase expérimentale autour de la technologie et qui nous guide ensuite dans le reste. Non pas ce qu'on pourrait imaginer la posture inverse, qui est de dire je veux absolument que ça ressemble à ça et donc je vais essayer de développer un dispositif technologique qui soit exactement à l'image de ce que je souhaite. Donc, il y a toujours un aller-retour entre les limites que nous pose la technologie et ce qu'on essaie de raconter avec cette œuvre qui vont aussi nous emmener dans une certaine direction créative. Ici, ce qui s'est passé, c'est que le type de capteur qu'on a utilisé était nécessairement grossier. On n'avait pas un niveau de résolution suffisant en fait, pour récupérer des empreintes fines des doigts. Et donc, on a quelque chose qui nous donne une image assez floue du type de pression. En contrepartie, on a un toucher qui est très peu perturbé par le capteur. Et donc, il y a vraiment un travail qui nous a, disons, le type de technologie dont on disposait a fait que assez rapidement, on s'est intéressé à, à la façon dont on pouvait travailler véritablement sur le sens, sur l'expérience esthétique que nous donne ce toucher. Le silicone a une propriété assez intéressante, c'est que tout colle. Donc, quand vous le touchez, vous déposez beaucoup de choses dessus. Et, et ça, c'est évidemment un des points clés qui nous a donné envie de développer dans ce travail-là. C'est évidemment la sortie du Covid. Je vais revenir dessus juste après. Et donc ça, c'est la première partie de l'univers. Et là, je dirais, voilà, une espèce de tableau qui est en général accroché au mur avec un dispositif qui ressemble plutôt à... C'est la phase de fabrication. Et l'éclairage qui se trouve au fond en fait du pain de silicium, de silicone, permet de faire apparaître une aura. Donc, il récupère les empreintes de la main et cette aura, donc, qui est simplement due à un ruban de LED, va petit à petit s'éteindre, donc avec une temporalité qui est de quelques minutes, et réapparaître dans un univers virtuel, donc évidemment auquel on n'a pas accès immédiatement. En général, il faut un... Alors nous, on a imaginé plusieurs types de dispositifs. Un dispositif complètement immersif avec plusieurs vidéoprojecteurs, une deuxième version avec un casque de réalité virtuelle. Donc cette trace-là qu'on voit par exemple ici, cette trace de main, elle apparaît beaucoup plus tard. Et donc, il faut attendre, il faut prendre le temps de rester dans cet espace et de voir surgir cette trace parfois au bout de quelques heures. Dans la toute première version qu'on avait proposée donc, à l'occasion de FITECO,
On pouvait même revenir plusieurs semaines après, donc voir cette trace. Trace qui, elle aussi, en fait, petit à petit, va s'oublier. Donc, si on revient plusieurs fois dans la même semaine, on peut voir la trace qui est de moins en moins visible. Euh, et au moment où l'empreinte est prise de la main sur le silicone, il y a un petit ensemble de microphones qui vient également récupérer l'ambiance sonore et qui va être associé à la trace dans l'espace virtuel, ce qui fait que quand vous retournez en fait dans cet espace virtuel, vous avez également tout l'environnement sonore au moment où vous avez déposé votre empreinte sur le capteur. Il y a un point clé là-dedans qui est que le dispositif de captation sonore supprime la voix principale et ne garde que l'environnement sonore que j'appellerais non pertinent. Les bruits environnants, la respiration, le raclement de gorge, les tout-sautements, tout sauf la voix principale. C'est-à-dire que si le sujet est en train, face à l'œuvre, de parler ou de dire quelque chose, la partie principale de la voix est supprimée. Donc, évidemment, ça, c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans toute une série de travaux que moi j'ai fait depuis une dizaine d'années autour, que j'appellerais d'une manière plus large, l'obsession ingénieristique à développer des dispositifs qui sont toujours orientés autour de l'efficacité et de la performance. Et ici, on va chercher au contraire à mettre en exergue tout ce qui rate dans le dispositif, en fait, toute l'information, la méta-information en quelque sorte qui est évacuée et auquel finalement les ingénieurs au sens large, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus de design, de conception, de technique, en général se focalisent sur l'efficacité du dispositif de télécommunication ou de stockage en évacuant y compris à travers des indicateurs de performance, de rapport ciel à bruit, de taux d'erreur de télécommunication, évacue toute cette dimension de l'information non pertinente. Alors ici, on voit, donc je vous montre encore quelques photos, et puis ensuite je vais revenir à la genèse, en quelque sorte, de Nudorblot, ce qui nous a donné envie, en fait, de ce qui s'est dessiné chez nous dans les questionnements. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Il faut que j'arrive à récupérer ça ici. Voilà. Toc. Alors, je vais essayer de le partager avec le son. C'est ça. Donc là, en fait, il y a l'éclairage derrière qui rend compte vraiment avec tout un ensemble de strates qui sont répartis. Qu'est-ce qu'il y a Ah oui, d'accord. Moi, je commenterai après. Alors, comment ça nous est venu, en fait, disons, les deux points clés qui ont un peu, les deux fils rouges, je dirais, qui ont un peu structuré notre envie de travailler là-dessus, ça a été effectivement ces 2 ans de confinement au cours desquels, finalement, le toucher a été relégué au rang de sens tabou. On a vraiment eu 2 ans complètement, je dirais, prophylactiques. Le confinement comme moment où tout s'est arrêté aussi, où rien n'a eu lieu.
un moment de désœuvrement pour beaucoup d'entre nous, peut-être de moments de grande solitude. Et quelque chose pourtant s'est passé, mais dont on n'a pas de traces peut-être. Euh, Ce moment-là, moi je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais moi j'ai pris le temps d'aller fouiller dans pas mal d'archives, de retrouver des photographies, des vidéos. Euh, il y a peu, suite à un piratage, j'ai perdu l'accès à la chaîne YouTube qui contenait en mode privé une vidéo que j'avais réalisée il y a quelques années. Et cette vidéo, comme j'ai perdu l'accès, je ne peux plus la regarder. Je m'en souviens plus que par bribes, en fait. Et ça a ramené au premier plan, je dirais, de mon angoisse, la permanence, ou plutôt la fragilité de ce que nous déposons sur le cloud, enfin sur les clouds. Cette fragilité, soit que nous ayons perdu le code, au sens du logiciel de lecture, le code d'accès, c'est-à-dire, par exemple, sur un vieux disque dur, parce qu'on n'a plus le format qui permet de décoder tel ou tel type d'image ou de vidéo, soit qu'on ait perdu le droit d'accès, tout simplement, parce que le code, le password a été piraté, parce que, en l'occurrence, en ce qui me concerne, on a besoin maintenant d'une double authentification. Donc voilà, il se trouve que je n'ai pas pu réaccéder à cette chaîne YouTube. Euh, dans les deux cas, euh, on s'est interrogé sur la place de l'oubli dans notre rapport aux données. Et il y a une petite réflexion qu'on s'est échangée comme ça avec Ninon, qui est y a-t-il un indicateur de performance de l'oubli, comme finalement il y aurait un indicateur de performance de la capacité de mémoriser, vous savez, tous ces moyens mnémotechniques. Et en fait, on s'est rendu compte que l'oubli était finalement quelque chose qui était assez peu présent dans le discours des évaluations, des estimateurs de performance. Euh, on s'est donc, posé la question dans ce rapport extrêmement fragile finalement qu'on entretient avec tout ce on stocke sur le cloud, ces milliards de données, de photographies, de souvenirs, de vidéos qu'on stocke depuis pour certains 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce qu'on laisse en héritage derrière? C'est-à-dire ces données-là qui sont stockées sur des serveurs sur lesquels on n'a aucune prise, qui ne nous appartiennent pas. Euh, Quel rapport intime on entretient avec elles euh, par rapport, par exemple, à ce petit carton de lettres qu'on a échangé avec nos meilleurs amis dans l'adolescence, avec nos parents, avec notre amoureux, notre amoureuse. Quelle différence de statut ça pose pour ces traces-là, finalement, qui sont des traces d'intimité qu'on a déposées. Il y a deux types d'ambivalence, en fait, qui ont structuré finalement notre rapport à l'oubli et qu'on a essayé d'investiguer dans ce travail sur Vonderblock. Le premier, c'est la tension qui existe entre le FOMO, le Fear of Missing Out, et la fragilité du stockage de toutes ces données qu'on laisse sur Internet, sur les clouds. Le FOMO, c'est cette peur de manquer qui fait qu'on accumule des photographies, des images, de la musique sur nos disques durs, que pour la plupart, on n'a pas le temps de regarder d'ailleurs. Donc on accumule comme une espèce d'angoisse de manquer quelque chose d'important. Sait-on jamais? Évidemment, ce FOMO, il dessine aussi un périmètre du néo-sujet, du sujet, on va dire, post-postmoderne de ce début du XXIe siècle, en ce que
Il dit aussi notre difficulté à choisir et donc à renoncer à autre chose. Ce fear of missing out, il dit donc aussi quelque chose du sujet dans cette difficulté à décider, à prendre une décision qui l'engage et qui, par conséquent, euh, lui ferait potentiellement amèrement regretter tout ce à quoi il a renoncé. Face à cela, ce que moi j'ai noté, en tout cas pendant ces 2 ans de Covid, et puis suite à cet épisode où j'ai perdu l'accès à ma vidéo, l'extrême fragilité du lien qui nous relie à ces données et la dépossession qui se dessine en filigrane. On ignore tout de où elles sont stockées, combien de fois elles sont stockées, avec quel niveau de redondance, pour combien de temps aussi. Quand vous avez déposé des photos sur Pinterest, qui vous dit qu'elles seront encore là dans 10 ans? Comment vous pourrez à nouveau y accéder? Ces choses qui représentent quelque chose d'intime dans nos vies. Évidemment, cette fragilité, elle aussi, elle raconte quelque chose du néo-sujet, elle raconte aussi quelque chose de la postmodernité, dans l'accélération technologique, la mise au point permanente de nouvelles versions, de formats d'images, JPEG, JPEG 2000, PNG surcompressé, etc. Et donc, il y a une tension entre à la fois le fait de vouloir tout mettre sur ces clouds, tout enregistrer, et dans le même temps, avoir un lien qui n'a jamais été aussi fragile avec ces données. C'est-à-dire que d'une certaine manière, se dessine là une ambivalence fondamentale, comme si importait davantage le fait de savoir que ces données sont stockées que la possibilité concrète d'y accéder. Ce qui nous renvoie à quelque chose qui est fondamentalement un invariant anthropologique, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est peut-être in fine quelque chose qui a toujours été là. Qu'est-ce qu'il reste, nous, dans nos souvenirs? Et en filigrane de ça se dessine la deuxième tension, peut-être la deuxième ambivalence qui a structuré notre intérêt pour ce travail, c'est la question des traces. Et plus particulièrement depuis le Covid, ce que nous laissons en héritage, what we have left behind. Évidemment, ces traces, on l'a vu pendant ces 2 ans de pandémie, elles ont acquis, si elles ne l'avaient pas avant, un statut extrêmement négatif. Les traces de virus, évidemment, celles dont il faut se protéger, celles qu'il faut effacer aussi. Et dans un tout autre domaine, les traces de passage sur les sites, ce qu'on appelle les cookies, celles pour lesquelles il faut légiférer. D'ailleurs, on a vu que pas longtemps après la fin de la pandémie, la Commission européenne a légiféré sur ces fameux cookies, puisque depuis quelques mois, vous voyez, à chaque fois que vous arrivez sur un site pour la première fois, vous voyez apparaître une petite fenêtre en bas de l'écran vous demandant si vous acceptez tous les cookies ou juste une partie d'entre eux. Il est clair que la question des traces, elle m'est apparue, moi, centrale au cours de ces 2-3 dernières années, en ce que tout à coup, elle dessinait une tension que je n'avais pas entrevue, moi, entre deux points peut-être centraux de l'articulation entre l'outillage psychanalytique et les dispositifs technologiques. En l'occurrence, d'une part, la pulsion sécuritaire, pour reprendre un concept qui a été mis au point par Massimo Recalcati ces dernières années, et de l'autre côté, le besoin de politique. Alors, sans forcément rentrer dans les détails pendant, outre, je dirais, le temps, moi, qui m'est donné là, pour raconter un petit peu ce projet artistique, j'ai simplement peut-être donné quand même quelques éléments autour de cette articulation, cette tension entre pulsion sécuritaire et besoin de politique. Massimo Recalcati dessine ce concept de pulsion sécuritaire comme étant une nouvelle forme
de rapport du sujet à son environnement qui s'est dessiné probablement dans les 10-20 dernières années et qui est en quelque sorte une pulsion d'endiguement, c'est-à-dire une pulsion dont l'objet est la frontière elle-même, la frontière en tant qu'elle dessine une protection. Le point clé probablement est que nous sommes passés au cours des 20 dernières années, peu ou prou, d'un régime dans lequel le sujet cherchait à exploser la limite, en quelque sorte, c'est-à-dire la jouissance à tout prix, faisait que il fallait exploser la digue qui permettait d'accéder à la jouissance. Donc on est passé de ce régime-là à un régime dans lequel la limite est devenue l'objet de la pulsion lui-même. Ce qui, par exemple, renvoie à ces sujets qui s'enferment dans leur chambre, refusent toute forme de vie sociale, en quelque sorte préfèrent la réclusion à la vie, ou comme dirait d'ailleurs Recalcati, place la vie contre la vie. L'autre pôle de cette tension, c'est la question de l'espace politique aujourd'hui, et particulièrement de la forme que cet espace politique peut prendre dans un régime de subjectivité dans lequel toute place d'exception est désormais systématiquement discutée. Discutée et disputée d'ailleurs. L'espace politique en question, c'est d'abord, dans son invariance anthropologique, un espace partagé, un espace de négociation, un commun, mais dans lequel existe par construction une place d'exception qui est la place de la loi. Et l'existence de cette place d'exception fait que appartenir à un espace politique, c'est nécessairement renoncer de manière partielle à une soustraction de jouissance. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, le sujet refuse d'entrer dans cet espace, construit en quelque sorte un micro-espace politique dans lequel il est seul ou peu nombreux, on pourrait dire. La tension donc entre ces deux pôles, je le fais vraiment bref, hein, entre l'émergence de cette pulsion sécuritaire, pulsion qui renvoie évidemment dans sa perspective anthropologique au noyau hypocondriaque, hein, c'est-à-dire à l'étrangeté intérieure, ce qui veut dire qu'elle, d'une certaine manière, elle ne s'appuie pas sur quelque chose de nouveau. Hein, l'ingrédient de cette pulsion sécuritaire, il s'inscrit dans un invariant anthropologique. Ce qui est nouveau, c'est la façon dont le sujet s'en empare et en fait un mécanisme pulsionnel. Le rapport que nous entretenons aujourd'hui aux traces est évidemment un rapport qui s'articule avec la pulsion sécuritaire, la prophylaxie généralisée, l'éradication de toute forme hein, de traces, c'est-à-dire de quelque chose qui, au fond, ne s'inscrit pas dans une forme d'optimisation des modalités technologiques, une éradication de tout ce qui n'est pas directement dans l'optimisation, dans la maximisation de la performance, dans tout le process finalement d'optimisation de l'ingénieur, c'est-à-dire la maximisation d'une fonction coût. Cette tension-là, on pourrait presque aussi lui donner, d'une certaine manière, à travers la trace, une résonance abréactive, hein, pour reprendre le terme de Baudrillard. C'est-à-dire que la trace est comme une forme d'espace de résistance, résistance contre la prophylaxie généralisée, mais aussi résistance comme surgissement de l'organique sur le substrat minéral, celui des ordinateurs, hein, des calculateurs, des transistors, le silicium qui d'ailleurs dans Wunderblock répond au silicone qui lui est le témoignage d'une organicité totale, ne serait-ce que parce qu'en déposant notre main à chaque fois dessus, nous y laissons des bouts de peau, des bactéries, des cheveux, de la transpiration. Dans sa résonance psychanalytique, la trace renvoie évidemment
à l'économie symbolique, point sur lequel je reviens tout de suite après. Dans cette tension, encore une fois, entre pulsion sécuritaire et espace politique, besoin de politique, il y a évidemment, de mon point de vue, une tension qui s'installe entre l'organique et le minéral et qui dit peut-être aussi aujourd'hui notre rapport aux dispositifs technologiques, dispositifs qui sont quasiment exclusivement minéraux. C'est-à-dire que la surface de l'écran, c'est quelque chose qui nous renvoie au minéral par les cristaux liquides, les transistors, les LED qui se trouvent sous la surface, quelque chose qui est fondamentalement minéral. Alors, peut-être que la dimension organique du silicone que l'on utilise, elle n'est pas immédiatement visible, elle l'est probablement par le truchement de tout ce qu'on y dépose en quelque sorte, c'est-à-dire le fait que c'est par construction un dispositif antiprophylactique. Mais il y a aussi une opposition d'une autre nature entre organique et minéral, c'est la question des temporalités et des échelles de temps. C'est-à-dire qu'évidemment, dans la question de la trace s'installe aussi la finitude temporelle de quelque chose qu'on laisse comme ça de nous, qui n'est pas tout à fait une empreinte, dans le sens où, très rapidement, là où l'empreinte renvoie au moule et donc à l'original, la trace, elle, a déjà perdu quelque chose. En cela, la trace, c'est aussi un dispositif analogique, c'est-à-dire un dispositif qui est pollué par du bruit, par de la fluctuation, par quelque chose qui n'est plus reprochable sur une catégorie binaire, comme dans les calculateurs, où finalement, toute erreur, tout bruit, toute fluctuation, très rapidement, par les mécanismes de redondance, de code correcteur d'erreur, en fait, permet de rétablir l'original. La trace, elle a donc quelque chose d'organique en tant que, elle dit aussi la vie et sa finitude. Donc là où le minéral, peut-être que nos microprocesseurs seront encore dans le même état dans un milieu d'année, les puces qui les protègent étant suffisamment étanches pour ne laisser rentrer aucune humidité dans le dispositif. J'insiste sur le fait que Wunderblock n'est pas un dispositif d'hybridation organique et minérale. Il n'y a pas, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, très à la mode dans certains dispositifs arts et sciences, justement, d'hybrider du biologique avec de l'électronique. C'est plutôt deux temporalités qui se répondent, deux types aussi d'expériences esthétiques. L'une qui est purement organique à travers le toucher, et donc avec sa sensation, et l'autre qui est purement immersive. En installant cette tension, il y a une hypothèse fondatrice que nous avons faite, qui est peut-être de dire que la trace est ce qui nous reste de désir aujourd'hui, dans une société qui, par ailleurs, est remplie de sujets qui cherchent la complétude, c'est-à-dire qui acceptent de moins en moins facilement la place d'exception. La trace est ce qui nous reste de désir par sa négativité, son ambivalence, l'ambivalence qu'elle porte dans le symbole auquel elle renvoie, c'est-à-dire l'interprétation de la trace, et enfin peut-être ce qu'elle porte d'historicité, c'est-à-dire le fait que la trace raconte aussi un passage. Alors, je vais revenir juste après sur cette question d'historicité. Je vais la développer un petit peu plus. Ça sera la question centrale que j'ai envie un petit peu de développer dans la fin de cet exposé. Avant ça, je voudrais juste dire deux, trois mots qui s'articulent avec la question de la démarche de recherche-création. Quelles questions, quelles hypothèses sous-jacentes Wunderblock nous a permis d'interroger. 3 points fondamentaux. La question de l'écoute d'abord. Wunderblock est conçu comme une permanence, au sens de la permanence électorale peut-être, ou de la permanence psychiatrique, en tout cas l'endroit où l'on vient déposer des choses qui ici vont délibérément disparaître, c'est-à-dire au sens de ne plus se voir, même si elles sont encore là. En ce sens, Wunderblock interroge donc notre rapport à l'oubli, soit qu'il faut oublier, comme l'imprécation de ces coachs qui nous disent qu'il faut tourner la page, ou au contraire qu'il faut
tout conserver. Ce qui m'a fait d'ailleurs, hein, dans la présentation que je vous avais proposée, le petit résumé, penser à cette phrase de Kundera dans La plaisanterie, où Ludwig, de manière extrêmement cynique, dit que, contrairement à ce que s'imaginent la plupart des gens, tout sera oublié et rien ne sera réparé. Et, évidemment, une posture absolument cynique, puisque dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Hein. Ce n'est pas la peine de négocier, ce n'est pas la peine de faire la paix, puisque de facto, à un moment, tout sera oublié. La deuxième question, la deuxième hypothèse qu'on interroge et qu'on interroge très concrètement à travers la réaction des spectateurs hein, lors des expositions, par exemple, hein, quand on leur demande de nous raconter aussi comment ils perçoivent l'œuvre, c'est le rapport aujourd'hui à la technologie comme solution miraculeuse, je dirais. Parce que moi, j'ai factorisé sous le chapeau de pulsion ingénieristique. Wunderblock, c'est aussi une expérience du non essentiel, du non utile, du non pertinent dans le dispositif technologique, que ce soit un dispositif de télécommunication ou de stockage, parce que d'abord, on enregistre des traces de main qui sont extrêmement vagues. On n'enregistre pas une empreinte digitale. On n'est pas capable d'identifier la personne qui a déposé sa main. Il y a quelque chose de très flou. On enregistre le son ambiant, mais l'algorithme de traitement de signal enlève la voix principale, ne reste qu'un bruit ambiant. À travers ça, évidemment, se pose la question de, encore une fois, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et comment la conception des dispositifs technologiques s'articule autour de cette expérience du non essentiel. C'est-à-dire, évidemment, ça serait un retournement complet des modalités de conception des dispositifs technologiques que de se dire je vais tendre vers un dispositif qui met en valeur ce qui ne me semble pas utile ou essentiel à mes yeux. Voilà, on voit bien que ce qui se dessine dans le monde depuis un bon siècle, c'est pas du tout ça. Et la troisième question, la troisième hypothèse qu'on a, on a explorée, c'est le fait de, dans Wunderblock, on touche, mais l'effet du toucher est double. Il y a une aura immédiate dans le monde physique et il y a une aura en quelque sorte dans l'autre monde, dans le monde virtuel dans lequel elle s'installe dans l'après-coup. En cela, Wunderblock est en quelque sorte une modalité qui tente de rompre l'immédiateté de l'image, c'est-à-dire de recréer en fait de l'attente, de recréer de la temporalité, de recréer aussi une forme de frustration, d'interrogation face au silence. Pour reprendre cette phrase de Charles Mellman, est-ce qu'on est encore capable d'écouter le silence de l'autre? Vous pouvez très bien arriver dans Wunderblock avec le casque de réalité virtuelle et être dans un silence absolu, dans un désert absolu. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Il n'y a rien à voir, en quelque sorte. Autour de ces trois hypothèses, il y a plus particulièrement la question du statut de l'oubli, précisément sous la perspective technologique, qui peut-être a une place un petit peu particulière. En quelque sorte, la mémoire a le vent en poupe aujourd'hui. Hein. C'est vrai que la technologie s'en a emparée très tôt. Alors, à la fois dans la postmodernité, avec finalement les premiers incentives de développement de l'électronique dans les années 60, ce sont les mémoires, enfin les RAM, les ROM, les EPROM. Mais on pourrait aussi le remettre dans une perspective historique beaucoup plus longue. C'est le boulier chinois, qui est la première modalité finalement qui permet de stocker dans une matérialité, comme le bloc-notes, le fameux Wunderblock, hein, qui le cœur d'un des articles de Freud en 1925. Le bloc-notes, c'est ce qui sert aussi de prothèse mnémonique, en quelque sorte. Donc, toute l'histoire de l'humanité se dessine autour des développements de dispositifs technologiques qui aident à la mémoire, qui aident à se souvenir, mais qui n'aident pas peut-être à oublier. L'oubli, lui, il reste dans l'ombre, en quelque sorte. Il reste dans l'ombre et il porte en lui un négatif, une privation. D'ailleurs, la définition même d'oublier, c'est ne pas se souvenir, ne pas retrouver le souvenir, ne plus savoir.
L'oubli, c'est un bug aussi du point de vue technologique. D'où dans les dispositifs de mémoire électronique, les dispositifs de code de correction d'erreurs, les fault tolerant computing, tout un ensemble d'innovations qui sont destinées à s'assurer que tout ce qu'on a mis dans la mémoire va bien y rester. Étant donné que tous ces dispositifs sont des luttes permanentes entre euh, conserver la mémoire et lutter contre l'agitation thermique, le chaos, la température, l'entropie, qui, elle, fait tout ce qu'elle peut pour faire disparaître ce qu'on a stocké. Le boulier chinois, d'ailleurs, n'échappe pas tout à fait à la règle. Il suffit qu'il y ait des vibrations dans la pièce, qu'il y ait un choc un peu violent, et tout ce qui a été inscrit disparaît, et tous les jetons repartent à leur position d'origine. L'oubli est d'ailleurs un bug à tel point qu'il peut aussi être vécu comme une pathologie psychique. Hein. S'énerver parce qu'on a oublié quelque chose, parce que ça nous fait perdre du temps, peut amener à consulter. Le rapport à ce qu'on appelle le information retrieval est devenu crucial pour nos sociétés. D'ailleurs, cette activité-là, d'un point de vue technologique, occupe une partie énorme de la recherche dans les bases de données, ce qu'on appelle le data indexing, et puis plus récemment, dans l'intrusion de l'IA dans les moteurs de recherche. On l'a vu avec tout le mois de mars qui était occupé par ChatGPT, qui est un moteur qui permet d'accéder finalement plus efficacement à l'information stockée, donc d'améliorer encore toute la problématique finalement du bloc-notes, qui n'est pas simplement de stocker l'information, mais de savoir qu'est-ce qui s'y trouve, qu'est-ce qui a été stocké et comment y accéder. Sinon, évidemment, le bloc-notes en question perd tout son intérêt. De manière assez amusante, en psychanalyse, on sait qu'il y a une technique d'oubli, pour le coup, qui est extrêmement efficace et qui s'appelle le refoulement. C'est assez marrant d'ailleurs de constater que si on parle beaucoup de mnémotechnique, on ne parle jamais d'oubli technique. Alors certes, les coachs parlent bien de technique pour ne pas penser, ne penser à rien, laisser son mental passif, regarder les choses en spectateur, mais à aucun moment on ne verbalise technologiquement l'oubli en tant que tel. Or, une journée vécue n'est probablement qu'une succession d'oublis, des couleurs, des odeurs, des sensations, qui sont perdues, qui sont oubliées. Le préconscient, entre guillemets, je ne suis pas tout à fait fan de ce terme-là, c'est-à-dire la partie qui est vraiment en première ligne dans la perception des stimuli extérieurs, n'étant pas toujours investie pour les recueillir. L'oubli, c'est peut-être aussi d'ailleurs le puits sans fond des rebuts de la psyché pour quelque chose qui nous rappellerait cette phrase très courante, les choses tombent dans l'oubli. Le refoulement étant probablement une technique, en tout cas c'est une manière de le voir, pour faire tomber activement dans l'oubli, étant entendu qu'on refoule par choix, entre guillemets, et jamais par manque de place dans la mémoire. On pourrait même retourner complètement la dialectique et se dire que la mémoire ne contient que ce dont l'oubli ne veut pas, ou bien on autorise la publication. L'oubli nous amène, je vais terminer mon exposé avec ça, naturellement, vers la question de l'historicité. La trace renvoie à une historicité, et en cela, elle renvoie à une entame, et donc à un désir. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la trace n'est pas l'empreinte. L'empreinte renvoie à l'original, le moule. La trace renvoie, elle, à une histoire, à une temporalité, quelque chose qui s'écoule, qui n'est plus exactement pareil, quelque chose qui s'use. Pensons à tous ces meubles, ces objets architecturaux qui se sont usés au fil des décennies et des siècles et qui ne sont donc plus tout à fait les mêmes, mais en cela, ils portent une histoire, ils portent aussi une intimité que chacun a pu déposer tour à tour. En cela, d'ailleurs, les objets numériques ont un statut résolument singulier, en tant qu'ils ont la capacité de se réparer systématiquement par construction. Toute forme d'usure pouvant être immédiatement annihilée
simplement par le truchement de la représentation binaire, représentation sous forme de catégorie qui permet en permanence finalement d'araser en quelque sorte l'usure analogique, que ce soit l'abrasion, que ce soit les effets, l'érosion du vent, que ce soit les, les rayures sur le disque vinyle, tout cela, par la construction numérique, peut être supprimé. Et avec elle, ce que ça raconte d'histoire et d'intimité déposée. La trace, c'est aussi le témoignage d'un passage entre, en quelque sorte, un passage qui laisse une succession d'empreintes, hein, celle du passant, les traces de doigts sur un écran, hein, qui disent simplement, peut-être simplement qu'on a les doigts gras ou sales. Les traces de chocolat aussi sur la commissure des lèvres qui trahissent une gourmandise. Les traces de café sur la pochette d'un disque vinyle qui disent que le disque a servi, qu'il a été dans les mains de quelqu'un, qu'il a donc une histoire, que quelqu'un y a déposé un morceau d'intimité, une présence. Évidemment, les traces renvoient aussi à une économie symbolique, qu'on pense aux traces dans la neige, hein, qui peuvent nous aider à ne pas nous perdre, puisque elles disent probablement que pas trop loin se trouve un village ou une maison, ou peut-être un cadavre. Passer derrière l'autre, sentir sa présence par la trace qu'il a laissée, traces peut-être aussi de timidité, hein, qui séduisent parce qu'elles intriguent l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, cette timidité? Qu'est-ce que l'autre essaie de me dire? Et d'abord, est-ce que c'est bien ce que je vois là? Et partant, les actes manqués, qui constituent autant de traces de l'inconscient, retour du refoulé, traces qui se disent dans l'après-coup, hein, encore une fois, qui rompent l'immédiateté, installent peut-être une pensée dans sa suspension. Et diagonalement opposés, mais qui racontent probablement la même quête de symbolique, les traces de complot qui animent toute une partie de la communauté sur Internet, qui se transforme en Sherlock Holmes de la grande théorie des Raéliens ou que sais-je encore, en ce que une trace n'est jamais fortuite. Il y a forcément une raison. Il y a forcément une causalité. Donc une trace, elle raconte aussi une historicité dans ce qu'elle est aussi une modalité d'accès à la cause de ce que nous voyons. En cela, peut-être qu'elle convoque aussi à son tour le noyau hypocondriaque, c'est-à-dire cette espèce d'étrangeté constitutive, hein, que nous avons en nous et qui nous fait nous interroger en permanence ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça fonctionne et pourquoi ça pourrait tomber en panne. Dans cette recherche de causalité, évidemment, il y a aussi les traces d'effluves de parfums qui me rappellent tout à coup quelqu'un, tant de souvenirs stockés au cours de la vie, qui font qu'au fil des années, peut-être statistiquement, tel ou tel parfum me rappellera forcément quelqu'un. Est-ce alors du hasard lorsque la statistique est en faveur de la coïncidence? Trace finalement d'un morceau de musique, quelques notes fredonnées, quelques mélodies qui me reviennent en tête et dont je me demande de quel morceau elle peut bien provenir. On voit ici d'ailleurs à quel point la communauté des Music Information Retrieval, extrêmement présente, hein, dans le traitement du signal musical, a acquis véritablement une place centrale, hein, avec énormément d'acteurs comme Deezer d'ailleurs qui se sont investis là-dedans, notamment un outil qui s'appelle Query by Humming, qui est une espèce de chat GPT de la musique qui, à partir d'une mélodie, permet de retrouver très rapidement la chanson dont il s'agit. Évidemment, là où peut-être dans d'autres époques, on aurait simplement demandé à un ami, ça te rappelle quelle chanson tam, tim, ta, tam. Évidemment, toutes ces différentes modalités de traces dessinent en filigrane, c'est peut-être que la pulsion ingénieristique, c'est-à-dire, disons, la technologie, la technoscience au sens large, n'aime pas les traces. Ou plus précisément, elle les aime pour mieux en annihiler la charge poétique. Car pour elle,
La trace, c'est du bruit. Peut-être le bruit thermique, mais aussi le bruit de l'usure, en tout cas l'entropie, comme on dirait en physique. Or, cette charge poétique, c'est une charge qui procède de l'ablation, de la dépossession de quelque chose, d'un renoncement à une matérialité, quelque chose qui du coup ne procède plus que du terrain du souvenir. Renoncer donc à une part de cette matérialité, c'est renoncer aussi à une forme de tout savoir, tout contrôler. Et en cela, peut-être que c'est ce qui raconte le mieux aussi la relation qu'entretient la pulsion ingénieristique avec le monde qui nous entoure. Euh, Évidemment, pour conclure, tout cela nous interroge aussi indirectement sur ce qu'est la place de l'intelligence artificielle aussi dans notre monde. Est-ce que l'IA peut oublier et est-ce qu'elle peut surtout le faire volontairement, c'est-à-dire pour jouer, pour se moquer de nous ou peut-être pour nous titiller? Je vous remercie.